Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Mon nom est Mathieu Trépanier et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui à nouveau l'historien Laurent Busseau. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous. Bonjour Mathieu. Cher Laurent, tu es un ami de l'émission, hein. J'avais envie de dire que tu es presque rendu un chroniqueur. Je pense qu'on va te réserver un créneau à chaque saison. Mais pour les gens qui, malgré tout, ne te connaîtraient pas encore, je rappelle que tu es bien sûr donc historien, indépendant, que tu œuvres sous l'étiquette Historien sans frontières depuis plus d'une décennie maintenant. Et tu as publié plusieurs livres, plusieurs articles sur des sujets variés. Et tu as souvent d'ailleurs abordé, bien sûr, des sujets comme aujourd'hui, l'histoire canadienne. Tu as aussi touché à beaucoup de sujets qui touchent à la fois la France et le Québec. Et récemment, puisque tu es assez éclectique comme historien, tu as publié aux éditions La Boîte à Bulles en octobre 2024, donc tout récemment, une bande dessinée historique, ta première bande dessinée. Oui, première. Un coup d'essai. Un coup d'essai réussi avec le dessinateur Stéphane Lemardelais sur la prohibition américaine dans les cantons de l'Est. Ou en tout cas, qu'est-ce qui se passe dans les cantons de l'Est pendant la prohibition. Oui, tout à fait. Oui, dans notre pays très propre. Pas du tout. Mais je vais arrêter là parce qu'aujourd'hui, en fait, on va pas du tout parler de ça, toi et moi. Aujourd'hui, pour le sujet, c'est assez intéressant parce que on aborde rarement ce genre de sujet-là. Donc, pour nos auditeurs et auditrices, et notamment ceux et celles qui arpentent de temps à autre la 40, le sujet coule de source, hein, si j'ose dire, parce que tu vas nous parler des raffineries de pétrole de Montréal-Est. Et c'est passionnant. Les gens qui nous écoutent, restez. C'est très intéressant. C'est, vous savez, cette immense base lunaire qu'on voit toujours sur l'autoroute quand on quitte ou on entre dans Montréal depuis la pointe est de l'île. Et donc, on va parler de ça. Et on va parler également de l'histoire du pipeline entre Montréal et Portland, dans l'État du Maine. On reste dans les frontières. Hein. C'est la même frontière, en fait. Oui. Économiquement, de toute façon, le Québec et la Nouvelle-Angleterre, il n'y a pas vraiment de frontières, et ce, depuis extrêmement longtemps. Donc, c'était ce pipeline qui a existé de 1941 à 2011. On va parler de ça aujourd'hui. On avait déjà parlé d'histoire énergétique à notre Histoire en tête. C'est pas courant, mais on avait, je le rappelle pour les intéressés, on avait fait un épisode double la saison dernière à propos d'Hydro-Québec avec Émilie Girard. Donc, on peut réécouter en ligne sur notre site web, chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. Donc, je suis très content. C'est vraiment un sujet assez inusité et ça nous permet également d'aborder un peu l'histoire de l'Est de Montréal, chose qu'on touche pas beaucoup à l'émission. C'est pas très fréquent. Alors, merci pour ça, cher Laurent. Et donc tout d'abord, avant parce que nous, les historiens, on aime remonter à la source des choses, évidemment. Quelle est l'origine, parce qu'on parle de pétrole aujourd'hui, quelle est l'origine historique du mot pétrole? C'est très bien que tu me poses la question parce qu'on va faire un peu de vocabulaire, parce que les gens utilisent beaucoup de mots comme pétrole, oléoduc, pipeline. Mais en fait, étymologiquement, le terme pétrole vient du latin médiéval petroleum, qui signifiait huile de pierre. C'est logique. Mais en fait, c'est plus ancien, parce que dans l'Égypte antique, on l'appelait moumi. C'était un résidu d'une huile résineuse de naphte qui sortait du sol désertique et qui était utilisé pour l'embaumement des corps, ceux qu'on va appeler les momies. Donc le mot moumi, qui signifie donc cette huile résineuse, et qu'on enduisait donc les corps qui avaient des bandelettes, eh bien, les premiers archéologues du 19e siècle anglophones vont appeler ça des momies. Donc, en fait, momie vient du pétrole. Ah, c'est intéressant, ça. Oui. L'autre chose, c'est que on utilise le mot pipeline, puis le mot pipeline est un mot anglo-saxon, en fait. Ça vient du latin pipa, qui est donc le tuyau, hein, la pipe. On peut le trouver dans les instruments de musique. Et puis linéa, qui désigne à l'origine du côté chez les Romains une conduite de liquide. Alors à l'origine, c'était l'eau, ou ça pouvait être éventuellement de l'huile, mais pas l'huile au sens pétrole, c'était de l'huile végétale. Donc pipeline, en fait, c'est une ligne qui transporte un liquide quelconque. En français, on utilise le mot oléoduc, qui lui aussi vient du latin. Ça vient de oleo, qui signifie huile, et ducere, qui est le verbe pour
conduire. D'ailleurs, ce verbe-là, duce a donné duce. Hein, oui, chez c'est les lui qui Italiens. conduit, d'accord. Oui. Donc, en anglais, oleo est devenu oil. Et c'est par ce terme-là, générique, hein, tous les Canadiens, même les gens d'origine canadienne, enfin, dans la langue canadienne-française, on traduisait ça par huile. Moi, c'était un choc culturel quand les gens me disaient « Ah oui, je fonctionne à l'huile. Ouais. » Oui, mais c'est quoi que C'est-à-dire- ça veut dire? En fait, oil, en fait, il Vous signifiait... ne chauffez pas à l'huile d'olive. Là, C'est ça. C'était pétrole. Donc, il y a quand même des termes qui sont restés parce que les premiers moteurs à essence ont utilisé une essence qui était peu raffinée. C'était le gaz oil. Ouais. Donc, une essence de bas, je ne vais pas dire bas de gamme, mais qui était très peu raffinée, qui en français a donné gasoil ou gasoil. Oui, les Français d'une certaine génération ont utilisé beaucoup ce mot-là, il me semble. Tout à fait. Oui, le gasoil. Ouais. Et quand l'essence a été beaucoup plus raffinée, on a séparé le gaz, donc l'essence, côté anglophone, au gasoil ou au gasoil. Donc, en fait, il y a gaz pour l'essence raffinée et gasoil pour l'essence non raffinée. Ah oui, OK. Voilà. Un petit terme historique, puis on a eu l'occasion de parler ensemble de prisonniers de guerre allemands au Québec. Alors, il faut savoir que le mot jerrycan ou jerrycan, à l'origine, en fait, c'est un bidon d'acier de forme quadrilatère, en carré, pour transporter du carburant. Et ça, c'était des ingénieurs allemands de l'industrie nazie qui avaient créé ce système. Or, ça datait de 1936. En 1940, les soldats anglais utilisaient le mot jerry pour définir les Allemands. En fait, sans être insultant, c'était le terme Bosch qu'on utilise en français. Oui, c'était l'équivalent, c'est ça. C'était l'équivalent. Donc, en fait, ces réservoirs, ces bidons d'essence des soldats allemands, c'était des jerrycans. Ah oui, OK. Donc, c'est devenu jerrycan. Et c'est intéressant la partie sur l'origine étymologique du mot pétrole, parce que finalement, ça a des origines qui remontent à bien avant l'ère industrielle. Et c'est intéressant parce que le pétrole aussi, c'est la décomposition du vivant. Tout à fait. Ça, c'est intéressant. Hein? Il y a aussi le fait que ça vient d'une pierre. En fait, c'est de l'huile de pierre à l'origine. Et même au Moyen-Âge, on utilisait déjà cette huile venant d'Égypte ou des pays moyen-orientaux à des fins pharmaceutiques et thérapeutiques. Juste pour dire que certains médecins médiévaux faisaient boire de la moumie pour guérir certains maux. Et je pense qu'aujourd'hui, ne faites pas ça. Les médecins ne seraient pas très d'accord de ça. Donc, je me permets on va revenir dans les raffineries, mais donc c'est ça, on évoquait l'ère industrielle, donc c'est là que vraiment il y a une apparition du pétrole. Quelles sont, avant qu'on entre vraiment dans les strictes questions des raffineries de l'Est, celles qu'on connaît, Laurent, ce serait quoi les premières compagnies de raffineries qui apparaissent à Montréal? Alors, en fait, avant les raffineries, il faut savoir que Montréal, il y avait des réservoirs. Dès 1904, il y a des réservoirs qui sont installés sur la région de Longue-Pointe, sur le bord du Saint-Laurent, parce que on produit déjà, l'industrie de la pétrochimie commence à produire, alors outre l'essence pour les voitures. Alors, il faut savoir que les premiers moteurs à essence, c'est 1884. Et en 1904, on a répertorié à Montréal qu'il y avait plusieurs voitures, déjà une quarantaine de voitures, 45 voitures. Mais je vais juste revenir sur un petit détail, c'est que c'est surtout l'asphalte qui va devenir un produit attractif qu'on va utiliser à Montréal. L'asphalte, on va le retrouver sur les toitures, on va le retrouver sur les routes. Donc, le pétrole, c'est pas juste le produit qu'on utilise pour faire tourner les moteurs. C'est pas juste le carburant, non, c'est ça. Il y a la pétrochimie va commencer. Alors, le plastique va arriver un petit peu plus tard, mais il y a déjà des produits tirés des produits pétroliers. L'asphalte, bon, je l'ai cité. Donc, il y a déjà des réservoirs dès 1904 qui sont qui sont construits à Montréal pour recevoir le pétrole qui vient par bateau-citerne. Et plutôt dans le secteur Longue-Pointe, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, c'est le secteur où les bateaux pouvaient accoster, parce qu'en fait, ils sont chargés très lourdement. Okay. Et puis, alors, est-ce que c'est une raison de sécurité? Ça, je n'ai pas pu le définir, mais ça doit être une réalité. On sait quand même que les produits pétroliers sont des produits dangereux. Donc, plutôt que de délivrer ça directement sur le centre-ville portuaire de Montréal, on va à quelques kilomètres excentrés. Puis, Longue-Pointe va devenir aussi une zone industrielle. Donc,
le déchargement de ces produits pétroliers va créer des infrastructures dès 1904-1905. OK, je me posais la question, pourquoi à Longue Pointe, alors que le bassin industriel, il est largement dans le sud-ouest, mais peut-être il y a une dimension sécuritaire, en fait. Oui, puis aussi, c'est parce que les bateaux, comme je te dis, en fait, le terme n'était pas encore tanker, mais c'est les bateaux citernes, ont une approche, là, en fait, je pense qu'au niveau du tirant d'eau, Longue Pointe est un endroit où ils peuvent accoster plus facilement. Ce qui est intéressant, c'est que l'arrivée des premières compagnies pétrolières, hein, donc les réservoirs, la première installation date de 1911 et c'est la compagnie, la Royal Dutch Shell, qu'aujourd'hui tout le monde connaît par le terme Shell, qui en 1911 donc, va être une des premières à installer un système de chargement et de déchargement à Longue Pointe à partir des réservoirs. Là, on ne parle pas de raffinerie, c'est-à-dire que le raffinage, c'est-à-dire le fait de filtrer ou de transformer le produit, ça va arriver en 1915. On va voir plus tard. En stock pour l'instant. Voilà. Là, c'est du stockage qui est ensuite renvoyé sur Montréal. Alors, ce qui est intéressant pour la petite histoire, c'est que le groupe Shell, c'est un groupe d'origine hollandaise. C'est une compagnie hollandaise qui existe depuis le XVIIe siècle et qui faisait le commerce des perles avec les Indes orientales, d'où le symbole d'un coquillage, donc Shell en anglais. Donc la perle des... C'était la perle des Indes au XVIIe siècle, qui est restée avec le temps et qui est devenue, à la fin du XIXe, début du XXe siècle, une compagnie d'exportation et de transport de pétrole. Ah, d'accord. Okay. Donc, en fait, le pétrole est resté dans le coquillage. Ah, je vois, d'accord. Moi, pendant tout ce temps-là, je croyais que c'était le symbole du coquillage à cause du côté énergie fossile, etc. En fait, pas du tout. Non, c'est les origines anciennes de la compagnie. C'est le trafic des perles et avec le commerce qui était établi. Alors, il y avait aussi avec la Malaisie, les mers de Chine. Donc, non. Ah oui, c'est intéressant. Il faudra, Laurent, qu'on fasse un épisode sur des histoires d'entreprises. Comme ça serait tout très à fait intéressant parce que les gens ne peuvent pas soupçonner à quel point ça peut être parfois ancien. On cache des choses. Exactement. Donc, tu disais, au 20e siècle, Shell fait partie de ces premières grandes entreprises qui vont venir s'installer à Montréal. Oui, qui existent depuis avant 1911. C'est en 1911 qu'ils installent donc leur réservoir. C'est la Shell Oil Company. Mais la première raffinerie, ça c'est très important, construite en 1915 et qui va fonctionner à partir de 1916 à Longue Pointe. Donc en fait, quand on dit Longue Pointe, on va expliquer que c'est Montréal-Est, mais c'est la partie sur le bord du Saint-Laurent. Eh bien, c'est la compagnie d'origine torontoise, donc britannico-canadienne, Imperial Oil, qui, en 1915, était déjà passée sous le contrôle d'une autre compagnie américaine qui s'appelle la Standard Oil. Alors, avant de revenir sur la Standard Oil, il faut situer que la compagnie, donc, Imperial Oil, c'est à l'origine une compagnie de Toronto, donc de l'Ontario, qui s'appelait la Queen City Oil Company of Toronto, et qui, au tournant de 1880, va réunir plusieurs raffineurs et transporteurs de pétrole pour ouvrir à London, en Ontario, la première raffinerie pétrolière sous le nom de Imperial Oil, l'huile impériale de Sa Majesté. Ah, d'accord. Voilà. Alors, là, on rentre dans le monde du business, parce qu'en 1898, Imperial Oil se fait avaler par le Trust américain qui obtient la majorité des participations vendues au groupe Standard Oil aux États-Unis. Standard Oil, ça a été fondé en 1870 par l'homme d'affaires américain dont le nom est courant, c'est John D. Rockefeller. Et il faut savoir qu'en 1911, il est sous le coup de la loi antitrust. Donc, il va redécouper son système de compagnie. Et la Standard Oil va se subdiviser en deux. Il y a une Standard Oil qui va finalement devenir ExxonMobil un peu plus tard. Mais Standard Oil of New Jersey, c'est elle qui va, en 1915, avec l'Imperial Oil, venir investir pour faire une raffinerie à Montréal. Et je rappelle à tous nos auditeurs et auditrices que Standard Oil, les premières lettres, c'est S-O. Et si je vous dis S-O, c'est une compagnie de pétrole bien connue. Et donc, ça vient de la Standard Oil de Rockefeller. Donc, un branding dont on ne se soupçonnait pas à l'origine. Tout à fait. Là-dessus, il faut savoir aussi que
la répartition des raffineries va se faire par étapes. OK. Et ce que l'on va voir dans l'évolution, c'est que c'est en fait la Première Guerre mondiale qui va, d'une certaine manière, créer le besoin de raffinerie à Montréal. C'est-à-dire que le besoin énergétique lié à la guerre fait que 1916, il y a, les premières raffineries vont fonctionner et on verra un peu plus tard que ça va avoir une autre répercussion à partir de 1941. Ouais, donc, justement, tu mentionnais la Première Guerre mondiale. Donc, c'est l'apparition vraiment d'une industrie de la raffinerie à Montréal. Mais à quoi était destiné, grosso modo, le pétrole à cette époque-là? Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y Ouais. avait l'asphalte, mais pour les véhicules à moteur... Oui, il y a une explosion de l'automobile, là. Oui, tout à fait. Alors, en 1904, ce qui est très intéressant, c'est Ouais. qu'il y avait 45 automobiles à essence enregistrées à Montréal. Uh-huh. Et en 1914, Donc, donc 10 ans plus tard. 10 ans plus tard avec le conflit, il y en aura 6824 enregistrés. Ah oui, donc c'est une Donc, explosion. plaqués, enregistrés. Oui. Et là, le besoin, évidemment, explose. Mhm. Donc, c'est aussi avec ça en parallèle où le besoin en raffinerie d'avoir une essence pour les moteurs à explosion va se faire sentir à Montréal. Donc, boule de neige, 1914, c'est l'explosion des véhicules automobiles en Amérique du Nord. C'est aussi l'explosion en Europe avec la Première Guerre mondiale. Donc, l'essence devient un produit nécessaire et on va le raffiner à Montréal, qui est quand même un port nord-américain Ouais, très c'est ça. important. J'allais dire pourquoi Montréal, ouais. Oui. Montréal est un port de commerce très important qui, par son positionnement sur le Saint-Laurent, je vais dire ça tel quel, arrose l'économie canadienne. Oui. Parce que Absolument. de Montréal, vous avez les chemins de fer, puis tu pourras en parler tout à l'heure. Plaque tournante des échanges, Montréal, à cette époque-là. Métropole du Canada. Tout à fait. Et en fait, Montréal est aussi un port accessible parce que sur la côte Est, c'est les États-Unis, mais Oui. du côté canadien, il n'y a pas de... Non, Toronto c'est ça. n'a pas de port. Oui. Québec, c'est pas vraiment un port. Donc, c'est Montréal qui est véritablement un port en eau profonde. Et Montréal se trouve au cœur, vraiment, depuis d'ailleurs le 16e ou 17e siècle, se trouve au cœur des carrefours économiques Oui. de l'Amérique du Nord. Tout à fait. Et donc, évidemment, il y a cette apparition qui crée une espèce de vocation économique propre à l'est de l'île qui existe toujours aujourd'hui. Donc, l'industrie pétrochimique, on associe ça vraiment à la pointe est de Montréal. Mais comment, justement, est-ce que ça va... Évidemment, c'est très lié, beaucoup de gens le savent, mais c'est très lié à la ville de Montréal-Est. C'est quoi le lien qui va être établi entre cette industrie et la ville de Montréal-Est? En fait, c'est les besoins de la pétrochimie. Parce que les industries de la pétrochimie et des raffineries, comme Imperial Oil en 1915, Standard Oil qui va s'installer en 1924, Shell Oil qui va installer une raffinerie en 1933, en fait, ils ont besoin d'un quai d'approvisionnement qui se trouve sur la rue Notre-Dame, mais carrément à l'est. Et là, c'est là où Longue Pointe, qui est le bord du Saint-Laurent. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est tout inclus avec Montréal-Est. Mais avant 1910, Longue Pointe est un village. Et en 1910, il y a 3 villages qui vont être réunis et rattachés et annexés à Montréal. Longue Pointe, Tétroville et Beau-Rivage. Et ils deviennent des quartiers. Donc, c'est le quartier Longue Pointe. À cette époque, Montréal-Est est encore une municipalité à part qui a son maire, Joseph Versailles, qui va être maire entre 1910 et 1931. On lui doit la place Versailles. Ah oui. En fait, c'est drôle que le pétrole me conduise à la place Versailles parce que je m'étais toujours demandé d'où venait ce nom, à part le fait de Versailles en France. Non, c'est Joseph Versailles, le maire, qui avait un projet de cité-jardin. Moi, c'est une chose qui me suffoque un peu, c'est que Montréal-Est était prévu pour être des jardins destinés aux ouvriers canadiens français. Pour une cité modèle, une c'est cité ça. modèle. Une banlieue coquette, en fait, à on fait. pourrait dire. Et au tournant de 1914-1915, évidemment, alors, les raffineries, les compagnies vont s'installer, vont venir. Et c'est évident que le projet de la cité-jardin va tomber en désuétude, va être abandonné au profit des pétrochimies et des raffineries, parce que c'est beaucoup plus rentable financièrement de faire construire des raffineries, d'avoir une main-d'œuvre ouvrière qui est déjà sur place,
Ouais. et aussi parce que, d'un point de vue industriel, autour des raffineries, il va se développer aussi des industries parallèles. Donc, en fait, il y a ce processus-là. Et quand même attirer une population laborieuse qui travaille. Tout à fait. Ouais. Et puis, alors, pour situer, je ne peux pas donner tous les noms parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a eu plusieurs petites compagnies pétrolières. Avant 1930, il y avait plusieurs compagnies indépendantes. Il y en avait une, d'ailleurs, qui s'appelait la Frontenac Oil, Ouais, si je m'en souviens Frontenac, bon, Frontenac McCall. qui a été d'origine québécoise et puis qui est très, très vite devenu américain parce qu'en fait, c'est une question de financement. Puis, les États-Unis étaient producteurs de pétrole. Donc, pour eux, c'était assez facile de pouvoir aussi s'investir dans les raffineries. L'autre chose aussi, c'est qu'on va faire venir, le pétrole va aussi venir d'Amérique du Sud, notamment du Venezuela, mais aussi d'autres contrées, le Mexique, mais il y a le pétrole du Venezuela. Ah oui, OK. Petite parenthèse, où on en reparlera peut-être plus tard, mais le pétrole du Venezuela était un pétrole très peu cher, encore jusqu'aux révolutions de Chavez, c'était quelque chose d'accessible pour les grandes raffineries nord-américaines. Mais ce pétrole-là est un pétrole lourd. Okay. On a souvent, il y a une quinzaine d'années, parlé du sable bitumineux. Oui. Mais moi qui ai rencontré des professionnels du milieu pétrolier, le pétrole vénézuélien, c'était un pétrole, comment je pourrais dire, on pourrait dire cheap, oui, cheap tout à fait, qualité. de bas de gamme et surtout dangereux parce qu'il était difficile, très très lourd, sablonneux, aussi sablonneux que le sable bitumineux, mais beaucoup moins cher. Et on pouvait lui incorporer un liquide qui permettait de liquéfier pour le passer dans les oléoducs, ce qu'on ne pouvait pas faire avec le sable bitumineux, étant donné qu'il y avait véritablement du sable dedans. Je ferme la parenthèse. Non, mais c'est intéressant parce que, outre le besoin, par exemple, pour la motorisation qui grandit à cette époque-là, il y a aussi le facteur de la provenance qui contribue à l'apparition spécifiquement de raffineries. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste besoin de stocker, il faut le raffiner parce que c'est cheap. Oui, tout à fait. Puis, il faut, dans cette transformation, les raffineries vont aussi, d'un point de vue technologique, se développer. C'est-à-dire qu'entre 1914 et 1934, je veux dire, même jusqu'à 1940, il y a aussi toute une évolution technologique, chimique de l'industrialisation. Juste pour exemple aussi, parce que le sable bitumineux dans les années 1949-1950, et vous avez des parfaits documentaires à l'Office national du film du Canada, le sable bitumineux était répertorié comme un des plus grands gisements d'Amérique du Nord. Et il était prévu par des compagnies privées, mais aussi par le gouvernement canadien de l'époque, d'en faire véritablement l'extraction et donc de l'utiliser comme produit pétrolier. Le problème, c'est qu'on n'avait pas les infrastructures pour le transporter, pour le raffiner. C'était aux États-Unis. Et les États-Unis ne voyaient pas d'un très bon œil ce sable bitumineux canadien en 1950. Lui-même grand producteur de pétrole. Tout à fait. Et ce qu'ils vont refaire un petit peu dans les années 2008-2007 avec le projet de M. Harper à l'époque. C'est une histoire qui n'est pas terminée du tout. Tout à fait. Donc, on pourrait dire qu'il y a une première, il y a une première période où se développe un noyau pétrochimique constitué donc de raffinerie dans Montréal. Est-ce qu'on pourrait périodiser ça comment à peu près, cette première époque? Je te dirais que c'est dans la période surtout 1924 à 1939 le noyau dur, que les raffineries vont connaître le plus grand développement. Puis aussi, ça va se resserrer. C'est-à-dire qu'en fait, les petites compagnies vont être peu à peu absorbées par les grandes compagnies. Le pétrole, jusqu'en 1939, arrive toujours par bateau. Ça pose un problème, et on va le voir un peu plus tard, c'est que le Saint-Laurent rentre dans les glaciations durant l'hiver. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas trop compte. Mais à partir de novembre jusqu'à peu près mai ou juin, une partie du Saint-Laurent et du golfe de Saint-Laurent sont sous les glaces. Donc, les bateaux n'avaient pas accès. Donc, le ravitaillement devait se faire vraiment dans un temps très, très, très précis. Ce qui limitait, c'est pour ça que aujourd'hui, on le voit peut-être pas beaucoup, mais le nombre de réservoirs a une importance de stockage. Voilà. Et écoute, Laurent, on arrive déjà à la fin de la première moitié de l'émission. Alors, je propose qu'on fasse simplement une petite pause musicale et on revient dans quelques instants pour la suite.
On est de retour pour cette deuxième partie de notre histoire en tête. On est en compagnie toujours de l'historien Laurent Busseau dans les locaux de la Société historique de Montréal, place Jacques-Cartier. On vient d'entendre une musique de Leonard Rosenman tirée du film Hellfighters, sorti en 1968, avec John Wayne qui incarne un pompier chargé d'éteindre des pipelines en feu. Donc ça date pas du tout de la guerre du Golfe, cette histoire-là. Ça existait bien avant. Non, tout à fait. D'ailleurs, dans le film, il parle aussi du Canada où, en fait, il vient éteindre des incendies sur des chantiers canadiens et américains. C'est très rare de voir John Wayne sortir de son costume de cow-boy ou de militaire de l'armée américaine. C'est soit des cow-boys, des militaires, et là, une fois, un pompier. Oui, et j'avoue, pour avoir vu le film il y a quelques années, mais de souvenir, pour faire une petite parenthèse, c'est un excellent film sur comment, justement, les gens du pétrole, ceux qui sont vraiment sur le terrain, vivaient les risques parce que l'extraction du pétrole est véritablement, était dangereux, même encore aujourd'hui. On l'a vu, il y a certaines plateformes bien sûr, qui ont eu des petits soucis. Laurent t'avait annoncé en début d'émission, évidemment, qui dit raffinerie dit pipeline, ou oléoduc en français. Et il y a, évidemment, ça aussi, ça a un rôle important dans l'histoire de Montréal. C'est le pipeline, en fait, spécifiquement, qui relie Montréal à Portland, donc dans l'État du Maine, aux États-Unis. Pourquoi construire un oléoduc entre Portland et Montréal? En fait, le projet est né en 1939, a pris vraiment corps en 1940. Alors, en premier lieu, c'est les froideurs de l'hiver, les problématiques des glaces du Saint-Laurent qui rendaient périlleux vraiment l'approvisionnement en pétrole. Et les raffineries avaient quand même un besoin constant. D'ailleurs, ce que disait M. Mackenzie King, c'est que ces raffineries fonctionnent au service du grand peuple canadien pour garantir sa liberté et sa démocratie. N'oublions pas qu'on est en 1940. Là, le Canada est rentré en guerre contre l'Allemagne nazie avec l'égide de la Grande-Bretagne. Ce qui n'est pas le cas des États-Unis aussi. On vient préciser qu'en 40 jusqu'en décembre 1941, les États-Unis sont officiellement neutres. Donc, le port de Montréal, qui n'était pas accessible donc, dans les périodes de novembre à mai, les compagnies pétrolières privées avaient sur la glace, on va dire ça comme ça, le projet de faire rejoindre le port de Portland, donc dans le Maine, qui est sur l'Atlantique, qui, lui, n'est absolument pas touché par les glaces de l'hiver. C'est ça, c'est un port océanique ouvert à l'année. Tout à fait. Et de créer, en fait, de construire littéralement un oléoduc partant de Portland, de traverser en fait toute la région des Montagnes Blanches, d'arriver par le Vermont et le Maine jusqu'aux frontières du Québec et à travers le Québec, donc les montagnes vertes, notamment les monts Sutton, de rejoindre Montréal pour que Montréal soit approvisionné à toute l'année par cet oléoduc pétrolier. Donc, l'origine de l'oléoduc qui passe dans les cantons de l'Est encore aujourd'hui. Tout à fait. Alors, on y reviendra, mais oui. Mais en second lieu, c'est que nous sommes dans une période de guerre. Et comme le disait fort justement M. Mackenzie King, il faut faire tourner l'industrie parce que derrière la liberté et la démocratie canadienne, il y avait aussi la liberté et le royaume britannique qui avait, en 1940, affaire aux Allemands. Et le projet va être tamponné, si je peux me permettre l'expression, c'est-à-dire autorisé et par le gouvernement canadien, mais aussi par le gouvernement américain. Donc la question de la guerre aussi est centrale dans cette histoire. Tout à fait. Parce que ce pipeline permettait d'éviter une zone excessivement dangereuse, même en été. C'était le golfe du Saint-Laurent, où les fameux U-boats allemands coulaient énormément les bateaux qui partaient du Canada pour ravitailler l'Angleterre. Et on ne pouvait pas se permettre de couper l'industrie des raffineries et de l'industrie en général donc au Canada, donc par Montréal. Donc cet oléoduc est aussi un projet de guerre. Donc ce sont des compagnies privées qui vont en prendre charge, mais avec, on va dire, le couvert et l'aval du président des États-Unis et de Mackenzie King. Mais il a raison, Mackenzie King, parce qu'encore aujourd'hui, c'est toujours sous-estimé dans les analyses politiques, c'est la politique énergétique d'un pays, c'est considérable en réalité. On voit les pays dans le monde qui sont dépendants énergétiquement, c'est les pays pauvres.
C'est simple. Tout à fait. Et on le voit, alors, parenthèse, on le voit avec la Crimée et l'Ukraine. Hein, quand la Sainte Russie a décidé de prendre le contrôle des ports de Crimée, parce que la Crimée, c'est quoi? C'est un port direct dans la mer Noire, c'est tout le transport maritime. On l'a vu avec le détroit des Dardanelles, en fait, le détroit d'Ormuz avec la Turquie. Puis que ce soit le pétrole ou d'autres produits, mais le pétrole principalement fait tourner énormément d'industrie, d'économie, même les finances. Dès qu'il y a un problème avec le pétrole, les bourses s'enflamment ou descendent. On l'a vu en 2008. Le pétrole bitumineux était à $150 le baril. Et puis, hop, d'un seul coup, il perd $50 et l'économie américaine a plongé. On a eu la crise de 2008. Donc, le ravitaillement de Montréal était aussi crucial et pour Montréal, mais pour tout l'ensemble du Canada-Est, et puis incluant Toronto et d'autres villes. Et là, d'où le rôle central que va jouer la ville de Portland. Je me permets une petite parenthèse, Laurent, parce que c'est très intéressant ce rôle, ce lien en fait entre Portland et Montréal. C'est un lien qui est peu étudié, peu expliqué, mais extrêmement important, parce que j'ai mentionné tout à l'heure que Portland, c'était pendant longtemps, pour une ville comme Montréal, par exemple, c'était le port océanique ouvert à l'année le plus direct. Et à tel point que c'était beau, les commerçants montréalais, la classe d'affaires montréalaise au milieu du 19e siècle, au sein de ce qu'on va appeler le Grand Tronc, le premier grand chemin de fer canadien, une des premières lignes qui va être construite, ça va être directement entre Portland, en fait de Montréal à Portland, justement pour l'acheminement des marchandises, des biens, etc. Parce que Québec est gelé. Québec et Montréal sont gelés la moitié de l'année. Donc ça, au moins, ça fait un débouché économique stratégique, la ville de Portland. C'est vraiment un lien insoupçonné qui mériterait qu'on fasse une émission là-dessus. Et il y a déjà eu des liens forts entre ces deux villes-là. Oui, tout à fait. Et puis, juste pour rappel, dernièrement, il y a plus d'une dizaine d'années, la ligne Portland-Montréal passe par Mégantic. Or, le ravitaillement pétrolier, malheureusement, a laissé des séquelles. On a connu l'accident de Mégantic, est directement relié à ce ravitaillement pétrolier vers Montréal, parce que la petite histoire dans la grande, c'est quand le pipeline Portland-Montréal a eu des problématiques de fonctionnement et qu'on a dû couper l'approvisionnement pour une partie du temps, eh bien, en fait, ce sont les fameux wagons qui ont pris la relève pour ravitailler le plus possible Montréal. Et en fait, on a vu ce que ça a donné en 2013. La tragédie de Mégantic. On revient, Laurent, à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tu disais, c'est l'entreprise privée qui va se charger pendant la guerre de construire ce projet d'oléoduc. Oui, tout à fait. Dès 1940, le gouvernement fédéral canadien autorise les travaux d'aménagement d'un oléoduc pétrolier financé et administré en copropriété à la hauteur de 20% de part égale d'investissement par les compagnies de raffinage installées à Montréal. Ça veut dire Imperial Oil Company, la Standard Oil New Jersey Company et la Shell Oil Company. C'est-à-dire que ce sont ces compagnies qui prennent en charge le financement. Mais les autorisations pour traverser des territoires, parce que construire un oléoduc, c'est creuser la terre, mais c'est aussi passer à travers des champs qui sont des champs agricoles. Des propriétés privées. Donc, il y a d'abord des rachats à faire, puis ensuite des expropriations. Ça devait être incroyable. Oui, tout à fait. Tant du côté américain et surtout du côté canadien, parce que les lois ne sont pas les mêmes. C'est surtout que la propriété, elle est morcelée en d'innombrables parcelles privées. Ça doit être un travail titanesque. Oui, puis tu vois, il y a encore une donnée de plus, parce que au Canada, il faut aussi avoir l'aval du Québec. Et en fait, le gouvernement provincial de Adélard Godbout à l'époque, donc en fait, qui était libéral, entre deux Duplessis. En fait, dans l'urgence, on lui laisse pas trop le choix, puis surtout des petits propriétaires fermiers locaux, on leur dit... Il y a un pipeline qui doit arriver là et qui doit arriver avant l'hiver 1941 parce qu'il y avait aussi un timer, si je peux utiliser cette expression franco-anglicisme, c'est-à-dire qu'il y avait le temps était compté. Et les États-Unis, là-dedans, et là, c'est le gouvernement Roosevelt, on sait très bien qu'à un moment donné, on va peut-être finalement finir par rentrer en guerre en 1942, ce qui va être
accéléré avec le 7 décembre 1941 de Pearl Harbor par les Japonais, ce qui va faire que l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste vont rentrer en guerre. Mais dans l'échéancier, le pipeline qui est d'ordre privé, qui n'est pas considéré comme du ravitaillement stratégique, mais il l'est quand même indirectement, il faut faire très vite. Il faut que l'hiver 41, le pipeline arrive à Montréal. Donc, on va pousser dans le dos le gouvernement provincial. M. Godbout qui est conscient de la situation, va accepter, mais il va falloir convaincre les petits fermiers locaux autour de Sutton jusqu'à Saint-Césaire, parce qu'en fait, c'est toute la Montérégie qui va être traversée. Mais il y a une chose que je voudrais clarifier. Est-ce que ce sont les grandes raffineries qui administrent le pipeline? Alors, ils vont créer une compagnie double, c'est-à-dire en fait une compagnie Janus, on va dire, à deux visages. Il y a Montréal Pipeline et il y a Portland Pipeline. Et en fait, c'est deux entités, parce qu'une aux États-Unis pour gérer côté américain, une au Québec, enfin Canada pour gérer côté canadien. C'est une entité qui va s'appeler Portland Montréal Pipeline ou Montréal Portland Pipeline, selon si on est à Montréal ou à Portland. Donc on peut dire que c'est un grand projet international en fait. Oui, et en fait c'est le premier tracé d'un oléoduc entre les frontières, sur la frontière, entre les États-Unis et le Canada, qui est sous couvert britannique. Parce que depuis les années 1880-1890, il y a des pipelines qui, surtout dans l'Est, ont serpenté. Il y a un petit coup au Canada, un petit coup aux États-Unis. Un petit peu, c'est ça. Mais c'était comme des coudées qui se faisaient selon la géographie. Là, c'est véritablement un tracé en ligne directe entre une ville américaine et une ville canadienne, donc Montréal, et c'est un pipeline international. Donc, là, il y a aussi une autre dimension, c'est un transfrontalier. Oui, c'est ça, un ravitaillement transfrontalier. Et est-ce que ce projet, tu as mentionné les cantons de l'Est, Laurent, on ne se refait pas, je sais qu'il y a toujours les cantons de l'Est dans tes interventions. C'est un projet important, donc il passait, tu l'as dit tout à l'heure, par les monts Sutton. Ah oui, ça indéniablement, quand le creusage va se faire. Alors, pour bien comprendre aussi, c'est que le repérage s'est fait dès 1940 par avion. Ce qui déjà là montre que c'est véritablement des enjeux stratégiques très très importants. Et on a repéré des zones d'un point de vue géologique où le creusage pouvait se faire, on va dire, assez facilement. D'accord. Le seul problématique, c'est pour de la frontière américaine jusqu'à Montréal, il y a les monts Sutton. Et là, le tracé va se faire en ligne directe sur des terres agricoles en partie aussi. Donc, le processus d'excavation, le processus de travailler les sols agricoles, en amont, vous avez une bardée d'avocats et de notaires qui vont faire signer, et d'ailleurs aujourd'hui encore, le tracé de l'oléoduc Montréal-Portland Pipeline est ad vie. C'est-à-dire qu'en fait, ce tracé-là a été donné à vie à la compagnie. Ah oui, ok. C'est pas une concession de 100 ans, c'est une concession à vie. Perpétuité. Oui. Alors, ce n'est pas sur... je vous dirais, c'est sur à peu près un 10-20 mètres de largeur. Oui. Pied, ça fait quoi, à peu près 50 pieds. Mais le droit acquis appartient à la compagnie. D'accord. Alors, le premier tracé, parce qu'on va parler du pipeline de 1941, les autorisations vont être signées par notaire. Donc, chaque fermier, chaque personne qui va céder un bout de terrain va signer un acte notarié qui est contresigné par le gouvernement québécois et canadien. Ah oui, okay. Donc, en fait, c'est fait dans les règles. Et ce qui est très intéressant, la petite anecdote, c'est que quand le pipeline a commencé aux États-Unis, c'est arrivé à la frontière, tous les actes devaient être signés. Donc, ils ont tous été signés avant l'entrée du pipeline officiel par Highwater, qui se trouve dans les monts Sutton. Et l'autre anecdote, c'est que comme le pipeline, il y avait une partie qui était partie du Québec, mais pour à peu près Saint-Césaire. Parce que ce pipeline, le pétrole, et notamment le vénézuélien, avait besoin de ce qu'on appelle des stations de pompage. OK. C'est-à-dire? Alors, des stations de pompage sont des stations de moteurs qui vont faire des poussées pour que le pétrole... Qui propulse donc le pétrole. Oui, qui propulse le pétrole dans l'oléoduc, mais aussi qui va lui permettre d'avoir une force nécessaire pour passer les hauteurs du mont Sutton. Ah oui, ok, d'accord. Donc, de Portland jusqu'à la frontière, il va y avoir, à ma connaissance, 3 stations
du côté américain, Ouais. et il va y avoir 2 stations du côté québécois, une à Highwater, juste à la frontière, Ouais. et une à Saint-Césaire, qui Une- est encore visible aujourd'hui, Mhm. et qui appartient toujours à Montréal Pipeline, Mhm. qui permet de pousser le pétrole pour passer sous le Richelieu, puis sous le Saint-Laurent, et atterrir, en tout cas arriver aux raffineries. Toujours dans le secteur Longue-Pointe. Oui, tout à fait. Alors, l'autre chose, c'est que dans la construction de ce pipeline, il y a eu des ingénieurs, des ouvriers américains. Mhm. Ce sont entièrement des Américains. Alors, il y avait une main-d'œuvre canadienne, Ouais. je ne veux pas non plus passer ça sous le radar, mais pour la construction, la mise en place, le dynamitage, Mhm. c'était des Américains, principalement de l'Oklahoma. Ah bon? Oui, parce que dans l'Oklahoma, on avait l'habitude des puits de pétrole et des ok. oléoducs et des pipelines. C'était des experts dans la matière. Alors, on verra un petit peu, mais sur ce passage-là, ces gens-là ont dynamité une partie des rochers qui étaient au Mont Sutton. Ce qui est fabuleux, c'est qu'à l'Office national du film, Ouais. il y a un film en couleur de 1941 qui a été produit par Imperial Oil. Donc, en fait, qui Ah, est une œuvre de commande, c'est ça? une œuvre de commande ouais. pour le gouvernement Ouais. canadien Uh-huh. et britannique, parce que à l'époque, c'est le Union Jack qui flotte sûr. encore sur le Canada. Et ce qui est très intéressant dans le documentaire, c'est qu'on voit véritablement ces ouvriers américains faire sauter les rochers, faire le creusage avec des bulldozers. Alors, le terme est utilisé de l'époque, des excavations. Il faut savoir que les gens de la région de Sutton puis des environs, c'était une attraction du dimanche. Oui, c'est ça, j'allais te demander. Évidemment, on fait des importants travaux dans les cantons de l'Est. C'était une ville c'était une région jusqu'alors de petites manufactures, puis beaucoup agricole. Ouais, très agricole. Très agricole. Et donc, oui, c'est ça, ça a dû être chantier titanesque s'ils en ont fait un film. Alors, c'était un chantier titanesque. Il faut dire quand même que le Mont Sutton c'était pas des montagnes faciles. Il y a quand même des gros arbres pour l'époque. On est en 1941, alors c'est pas aujourd'hui les randonnées qu'on peut voir. Non, OK. Alors, l'autre anecdote par rapport à ça, c'est que certains agriculteurs qui sont au pied du Mont Sutton ou qui avaient certains terrains dans le Mont Sutton, qui faisaient principalement de l'élevage, quand les Américains et les notaires du côté canadien vont arriver pour dire « on va vous prendre une partie de la parcelle », ce que négociaient les fermiers, et ça a été vraiment raconté par les gens du coin que j'ai rencontrés, ils demandaient « OK, je vous cède le terrain, mais tel rocher là-bas, vous allez me le dynamiter en même temps. Ah oui. Ou tel truc, tel boisé. Un échange de bons procédés. Oui, tout à fait. À tel point d'ailleurs que j'ai recueilli, moi, en 2011, des témoignages directs de personnes qui ont vécu cette installation du pipeline, oui. Ah oui. Et eux, c'était la sortie du dimanche. Ils allaient voir ça. Ils allaient voir ça. Et ils allaient aussi, et surtout pour les jeunes filles de l'époque. J'ai une madame d'un certain âge qui avait 18 ans à l'époque et qui, elle, se souvient surtout de l'accent très américain, si je peux me permettre. En fait, l'accent de l'Oklahoma, l'accent sudiste, qui apparemment plaisait beaucoup parce que c'était très exotique. Il faut dire que ils étaient, les gens qui habitaient, Sutton et sa région directe, étaient habitués à l'accent du Vermont, qui est quand même proche de l'accent canadien, mais l'accent de l'Oklahoma ou l'accent sudiste ou du Kentucky, c'est autre chose. J'imagine qu'il y a des travaux forestiers aussi pour passer à travers. C'est boisé quand même, les cantons de l'Est. Oui, tout à fait. Le Vermont aussi. Le Vermont, oui, parce qu'en fait, ça commence du côté du Vermont. Quand ils vont arriver à Highwater, ils vont construire une station de pompage, c'est-à-dire qu'ils font faire venir des moteurs très puissants qui pèsent des tonnes, à tel point d'ailleurs qu'ils vont recréer un village autour. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des baraquements où les ouvriers vont être à temps plein pour non seulement la construction de l'oléoduc, mais la construction aussi de la station de pompage avec des moteurs de 1000 à 2000 chevaux, comme ils disaient à l'époque. Parce que dans le documentaire, il y a un commentaire presque ecclésiastique. Ce que je trouve fabuleux dans ce documentaire, et pour l'avoir passé en public il y a quelques années aux gens de la région qui étaient complètement effarés de voir leur région avec cette construction de pipeline,
le monsieur Louis Chartier, qui était la personne qui, en 1941, faisait le commentaire en canadien-français, mais c'était Monseigneur l'évêque. Ah oui, bien Il sûr. parlait d'une homélie. C'était véritablement les bulldozers. C'était le progrès, quoi. On sanctifiait le progrès. Oui, puis il y avait... Alors, il faut savoir aussi l'autre anecdote, tu me fais penser, c'est que quand il y a eu le raccordement officiel entre le pipeline canadien et le pipeline américain qui s'est fait à Highwater, ça c'était en août 1941, eh bien, la première personnalité qui a eu droit à, on va dire entre guillemets, toucher au pipeline, c'est Monseigneur l'évêque de Saint-Hyacinthe. Ben, bien sûr, on est au Canada français. Et il a béni le pipeline. Et oui, on faisait ça autrefois. On bénissait le métro, on bénissait les trains, on bénissait même les bicyclettes. Et dans le raccord, il y a un policier de la police montée canadienne dans son uniforme rouge, il y a un policier du Vermont, et vous avez des politiciens, M. Godbout était présent, politiciens américains, politiciens canadiens et québécois, et c'est la fête foraine. Ah oui. Il y a des milliers de gens, et on voit le raccord entre les ouvriers. En fait, on le voit dans le film, c'est ça? Oui, et c'est carrément comme une station spatiale. Là. Est-ce que tu pourrais nous rappeler le titre du film? Alors, en français, c'est Le Pipeline. Le Pipeline, OK. Et puis, la version anglaise, c'est Pipeline Builders, donc les constructeurs de pipeline. Ça fait 21 minutes. Alors, il est disponible... alors, malheureusement, il n'est pas disponible sur le site de l'ONF. C'est ça, il ne fait pas partie de l'offre en ligne de l'ONF, malheureusement. Mais il est... si on va sur place pour le visionner, ou si éventuellement, je ne sais pas s'ils le vendent encore... Oui, ça peut se commander, c'est ça. Je pense. En tout cas, ce qui est très intéressant dans ce documentaire aussi, c'est la manière dont ils vont passer le Richelieu, donc la rivière Richelieu, et le fleuve Saint-Laurent. Ah oui. Parce qu'ils vont quand même lester. Alors, l'éoduc, j'ai oublié un petit détail important, c'est ce qu'on appelle un 12 pouces. Il fait 340 mm de diamètre. Et le 12 pouces, il faut quand même qu'il arrive et qu'il puisse passer dans le Saint-Laurent sans être accroché par les bateaux. OK. Il va être lesté, il va être goudronné. Alors ça aussi, aujourd'hui, on verra ça avec des autre produit du pétrole. Tout à fait. Mais il est goudronné et on le voit dans le documentaire, lesté par des pièces en métal. Il est mis... alors, ils ont creusé une partie du Richelieu pour le mettre à l'intérieur. Le Saint-Laurent, c'était trop profond, mais ils vont le lester. Et en fait, c'est en novembre... fin novembre 1941 que l'oléoduc va être connecté aux raffineries de Montréal. Et ça, le documentaire vous le montre avec God Save the Queen. C'est très intéressant. Ça doit être autour du 27, du 28 novembre. Et une semaine après, moins de 10 jours après, c'est Pearl Harbor. Ah oui, et les États-Unis entrent en guerre. Et là, on entre dans un autre monde où ça sera la Deuxième Guerre mondiale et l'après-guerre, où tout le monde, en plus, aura une voiture d'ici le milieu des années 50. Et là, on va tomber dans l'ère du pétrole à plein pied, là, si j'ose dire. Et là, juste pour faire un petit rappel et terminer avec ça, c'est que ce pipeline, en fait, il va y avoir 3 oléoducs. Celui de 1941 dont on vient parler, un autre qui va être installé en 1950 et un troisième qui va fonctionner jusqu'en 2011. 2011, oui. Qui est de 1965. D'accord. Pour les gens qui se souviennent, il y a quelques années, une dizaine d'années, parce qu'il était prévu que le sable bitumineux canadien de M. Harper, passant par la ligne B de l'Ontario à Sarnia vers Montréal, devait transiter par les raffineries et aller vers Portland. C'est-à-dire que là, on faisait une inversion de pipeline. Et il était prévu une station de pompage à Sutton, sur la frontière de la commune de Dunham. On n'importe plus, là. Donc là, ça va dans l'autre sens maintenant. Ça n'est pas parti dans l'autre sens parce que, heureusement, les gens de la région dont je faisais partie se sont levés. Et en 2010, on a réussi. Alors, on a réussi, puis il y avait le contexte international aussi, mais on s'est opposé à la construction de ces stations de pompage parce que c'était énormément dangereux. Étant donné que cet oléoduc a eu quand même quelques fuites, pour mémoire, à Saint-Césaire en 1950, il y a eu 300 000 litres de pétrole perdu, un incendie, et un incendie qui se voyait de Montréal. Oh! Oui. 300 000 litres ça a de duré pétrole 3 à jours. Saint-Césaire. L'incendie, 3 jours. Mon Dieu, mais... Et je me souviens en 2011 d'une anecdote avec un journaliste de Radio-Canada. Et les gens racontaient qu'ils retrouvaient des
des crottes de pétrole bitumineux Ah oui, c'est dans vrai. l'eau ou Dans dans les l'eau. terrains quand ils passaient le labour. Ah oui, c'était pas une préoccupation, l'environnement à cette époque-là. Non, tout à fait. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, les gens ont un peu plus conscience des risques, mais la ligne existe encore, elle est Ouais. encore active et elle Mhm. passe en Montérégie, même d'ailleurs à travers des villes ou des villages qui se sont construits un petit peu à côté. Mhm. C'est une autre réflexion. Oui, on, c'est ça. on On est est loin dans de la- l'histoire. Ouais. Mais juste pour boucler avec Mhm. toi, avec Portland, Ouais. c'est que la nécessité de ce pipeline en temps de guerre a été une réalité économique qui a permis aux raffineries de Montréal Mhm. d'exister. C'est la crise de 1973 et la volonté de M. Trudeau de créer une compagnie nationale Petro-Canada, Mhm. parce qu'il a créé une compagnie pour contrer un petit peu les compagnies privées. Alors, ça n'a pas Oui, marché. ça n'a pas été un grand succès. Ouais. Mais les raffineries ont perdu en 1973-1974. Mhm. Je pense que sur 7 raffineries, 3 sont restées. Puis aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a plus qu'une. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire du pétrole, loin de là, Non. à mon avis. Pétrole et Même si on parle de la sortie des énergies fossiles, ce n'est pas terminé. Mais par contre, ce qui est terminé, c'est notre émission, mon cher Laurent. Malheureusement, le temps file. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui, encore une fois. Rapidement, je rappelle que tu prépares un essai en ce moment biographique en coécriture avec Éric Major sur le corsaire canadien Joseph Lemoine de Sérigny que tu entends sortir vers 2025. Je te le souhaite. Logiquement, oui, il est prévu. Ouais. Oui. Et je rappelle également que tu as publié il y a très récemment, en collaboration avec Stéphane Lemardelis, une bande dessinée qui s'intitule Queen Lille et les femmes de la prohibition, disponible dans toutes les bonnes librairies. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, Laurent. C'est maintenant la fin de l'émission. Un grand merci à Antonin Viss à la prise de son et au montage de nos émissions. Vous pourrez retrouver notre histoire en tête la semaine prochaine à l'antenne de Radio Ville-Marie. Merci beaucoup, Laurent Bissot. C'est moi qui te remercie.
Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio, ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.